Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, nous continuons l'aventure avec Anne Ségolène et Anthony de la famille Larrey. Alors aujourd'hui, ils reprennent le micro pour nous parler de la suite de leur projet. Alors pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode, on vous renvoie au podcast numéro 87 qui reprend la globalité du projet. Alors aujourd'hui, avec Anne Ségolène et Anthony, nous avons parlé des derniers préparatifs avant le départ. Effectivement, ils seront sur les routes de l'Amérique du Sud dans moins de 2 mois. Alors aujourd'hui, on a voulu savoir quel était leur état d'esprit et où en sont-ils de leurs préparatifs. Alors voici la réponse dans ce nouvel épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anne-Ségolène et Anthony, merci de revenir sur le podcast. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Émilie. Alors pour remettre un petit peu le contexte, je vous ai interviewé précédemment sur votre projet de partir à la rencontre des enfants fragilisés. On a fait une première présentation il y a quelques mois maintenant. Alors du coup, on va peut-être pas rappeler l'ensemble du projet, mais est-ce que vous pouvez repartager brièvement un petit peu l'essentiel du projet justement? Alors en quelques mots, le projet c'est on part une année en famille avec nos 3 enfants qui auront 7 ans, 5 ans et 2 ans au moment du départ, en Amérique du Sud. On va être en itinérance pendant une année avec notre camion aménagé. Et l'objectif c'est d'aller à la rencontre des enfants fragilisés dans les différents pays. Donc soit directement auprès des familles, soit auprès de centres qu'on est en train de démarcher actuellement. Voilà dans les grandes lignes. Je mettrai les liens du premier épisode pour avoir vraiment bien tous les détails pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc nous, on vous suit tout au long de votre projet. Donc nous sommes à l'étape 2. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, mais on va du coup plutôt parler de votre état d'esprit à 2 mois avant le départ. Du coup, on veut savoir où vous en êtes. Alors déjà, vous êtes dans quel état d'esprit là, à 2 mois du départ? Eh ben, honnêtement, on est dans la phase où on se sent un peu débordé avec tout ce qui reste à faire avant de partir. Alors à la fois, on est content de voir que la logistique, la technique, les finances, etc. nous permettent d'assurer de partir. Et à la fin, on se sent débordé devant la vague de choses qui restent à faire dans les semaines qui s'égrènent plus vite que prévu. Voilà. Donc on a l'impression de passer plus de temps aujourd'hui à préparer la technique, la logistique, la gestion des risques, etc., que se réjouir réellement de ce qu'on est en train de préparer. Donc on essaie d'être vigilant à ne pas perdre de vue ce point essentiel. C'est pas grave, c'est une phase, mais c'est bien d'en prendre conscience. Oui, parce que du coup, oui, vous êtes entre les 2 en fait. Vous avez du mal à vous réjouir tellement vous êtes un petit peu, tête dans le guidon, dans les préparatifs, quoi. Ouais, le quotidien continue en parallèle. Donc il y a toujours l'école, il y a toujours tout à faire comme avant, plus le projet qui est arrivé dans nos vies progressivement, parce que ça fait 1 an et demi quasiment maintenant qu'on a pris la décision de partir. Malgré tout, beaucoup de choses sont interdépendantes et une décision amène beaucoup d'autres choses derrière. Et ça y est, là, on est dans le moment où il faut prendre toutes les décisions, il faut refaire tout le camion. Enfin voilà, il y a des incontournables qui arrivent tous en même temps. Donc voilà, on essaie de garder le cap, mais toujours, tout n'est pas un fleuve tranquille. Mmh. Ça se saurait sinon. Ce serait pas drôle. Et justement, là, tu disais que, justement, au niveau du budget, vous étiez assurés de partir. Donc là, ça y est, concrètement, vous avez le budget pour partir. Il peut pas y avoir de «faux bons» entre guillemets. Vous avez, le départ est garanti. Le départ est garanti et on a un budget, on va dire, de survie ou de première nécessité assurée. Et par contre, on est encore en train de chercher des partenaires et encore en train de chercher des dons, puisque là, on est vraiment en mode survie, quoi. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir, ce qu'on disait la dernière fois, assurer notamment des livrables de qualité, un film documentaire, etc. Et ça nous demande de pouvoir nous appuyer sur des compétences et autres. Et aujourd'hui, on est en train de chercher les partenaires, les financements pour assurer notamment cette partie-là. OK. De toute façon, je mettrai aussi le lien, pour, vous soutenir aussi dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent, aller jeter un petit coup d'œil et justement vous aider dans votre projet. Merci. Là, aujourd'hui, je parle de toute cette logistique, enfin, vous parlez de cette logistique.
C'est quoi vos craintes, actuelles? Alors aujourd'hui, alors il y a les craintes sanitaires, géopolitiques et autres qui sont de toute façon, indépendantes de ce qu'on pourra faire, donc on est beaucoup d'observations dessus et on peut pas agir réellement, très directement. Après, nous, on est surtout en train d'assurer ou de travailler à ce que notre quotidien soit paisible. Parce que l'idée, c'est pas de partir à l'autre bout du monde pour être en tension ou en fatigue extrême pendant un an, c'est pas le but. Euh, et notamment, on a pas mal dormi dans le camion les derniers mois. Et on s'est rendu compte qu'on avait acheté un camion tout prêt parce qu'on sentait pas l'énergie de préparer un camion complètement. Et tel qu'il était composé, qui était pourtant une bonne manière, mais qui ne nous convient à nous pas du tout. Donc on est reparti à zéro, on a tout démonté, on est en train de tout refaire, justement pour que cette cellule corresponde bien à notre mode de vie, à nos habitudes, à nos besoins respectifs. Voilà, donc on est beaucoup sur ces sujets-là aujourd'hui et on commence à travailler, alors plutôt à Ségolène, sur toutes les questions administratives, scolaires, etc. Quoi. Pour revenir à la question, la plus grande crainte aujourd'hui, c'est, et ce qu'on est en train d'essayer de gérer correctement, c'est d'arriver trop épuisé au départ. De ne pas commencer le projet en étant sur les rotules. Voilà, donc ça, c'est la crainte. Après, les choses avancent petit à petit et au fur et à mesure que la liste de tâches arrive petit à petit à réduire, cette inquiétude de la fatigue au moment du départ décroît tranquillement. Donc, on va y arriver comme ça. Cette crainte d'arriver, en fait, finalement, fatigué au bout du rouleau avec toute cette préparation, est-ce que vous vous êtes prévu quand même, quelques jours, on va dire d'atterrissage, alors, au sens dans tous les sens, en fait, pour, voilà, se dire: «Ça y est, on commence, on se prend 4 jours pour, voilà, prendre conscience que, bah, ça y est, on y est» et vous reposer aussi accessoirement? Ou vous avez déjà prévu, bille en tête, de partir sur les routes? Il y a deux choses. Il y a déjà, avant de partir, Anthony il prendra son congé 15 jours avant la date du départ pour gérer la location de la maison sereinement, les derniers préparatifs sereinement. Donc voilà. Le camion sera déjà parti à ce moment-là, donc on Ouais. sera vraiment plus que dans la préparation morale, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Et puis les dernières choses administratives qu'il faudra boucler, et puis le gros morceau qui est mettre la maison en location. Et ensuite, arriver sur place, alors pour l'instant, on se met absolument zéro pression. On est au clair sur le fait qu'on aura de toute façon besoin de plusieurs jours en arrivant pour remettre le camion en état de rouler, parce qu'il y a pas mal de petits aménagements à faire pendant la traversée. Remettre les niveaux, enfin racheter du gaz, enfin plein de choses qui sont un peu probablement laborieuses quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc non, on se met absolument zéro pression sur l'arrivée et le timing, il dépendra de est-ce qu'on est prêt ou pas à prendre la route, est-ce qu'on a besoin d'y aller tranquillement, est-ce que les enfants ont besoin de temps ou nous pour s'acclimater et pour encaisser le décalage horaire, ou est-ce qu'au contraire on a des fourmis dans les pattes, on est en pleine forme, on a envie de filer. Enfin voilà, on fera au jour le jour. Ouais, c'est bien aussi, ça permet de pas se mettre non plus de pression et de s'écouter et de faire au mieux. Oui. Je vais rebondir tout de suite sur l'aménagement du camion. Vous êtes en plein dedans, vous avez tout enlevé. On peut savoir du coup ce qui n'allait pas dans ce camion et comment vous comptez l'améliorer? Ouais, alors on savait qu'on avait des travaux à faire puisqu'on l'envoie sur un bateau et que ces bateaux, en général, sont une bonne occasion pour visiter tous les véhicules qui sont positionnés dedans. On a beaucoup de témoignages par les blogs de camping-cars, etc., qui sont ouverts avec des vols ou saccagés, etc. Donc on avait de toute façon beaucoup de travail pour le sécuriser au maximum, sécuriser le panneau solaire, toutes les entrées, etc. Et après, sur l'aménagement en lui-même, tel qu'il était quand on l'a acheté, on ne pouvait pas ni tenir vraiment debout, ni vraiment s'asseoir. C'est-à-dire qu'il était fait pour qu'on vive vraiment dehors. Et après, c'était un genre d'îlot central avec des planches qui s'ouvraient vers l'extérieur de la cellule, hein, quand on est dedans. Et donc, on pouvait que tenir en tailleur ou coucher. Et nous, à l'usage, on allait dormir quand il faisait vraiment froid, en se rendant compte que c'était pas nos besoins. Nous, on a besoin de pouvoir tenir debout au milieu, on a besoin de pouvoir manger assis autour d'une table. Voilà, donc on a tout sorti, on a beaucoup fait de plans pour trouver le bon système, pour pouvoir avoir quand même une toilette, quand même une douche, pour pouvoir cuisiner dedans, se laver les dents dedans, enfin voilà, avoir un point d'eau, un point chaud. Euh, donc on a retravaillé avec un système de banquette sur la gauche, une banquette un peu amovible, un coin on va dire un peu plus cuisine sur la droite, avec des rangements à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas avant, il n'y a pas de rangement accessible vraiment. Et puis au fond, un genre de pan fixe sur lequel est positionné le lit qu'on vient tirer pour le dérouler, enfin pour l'ouvrir. Donc on transformera une partie jour, une partie nuit.
mais ça nous permet d'avoir une partie jour dans laquelle on pourrait vraiment vivre tous les 5. Ok. Ouais, en fait, c'est vraiment en vivant dedans que vous vous êtes rendu compte que c'était pas du tout adapté Ouais. à votre quotidien. Donc ça, c'est bien de l'avoir vu. Et du coup, c'est toi qui le fais tout seul, cet aménagement, ou tu as un coup de main, parce que c'est quand même un savoir-faire, une compétence bien spécifique. Ouais, alors une bonne partie de ce qui se fait dans la cellule pour l'aménagement habitable, je le fais seul ou avec des coups de main autour de nous. Des copains, des cousins qui viennent donner des coups de main ponctuellement, ou ma belle-mère qui nous aide à faire des rideaux pour cacher la lumière, etc., pour la couture. Voilà, donc on a plein de petits coups de main comme ça. On a un gros coup de main, j'ai mon grand-père qui était garagiste et carrossier, donc qui m'aide à regarder tout l'aspect moteur, tout l'aspect mécanique et tout ce qui est vraiment ce qu'on rajoute. Donc on rajoute des zones de stockage d'essence, on rajoute justement tout ce qui est sécurité du camion. Et puis on a un cousin qui est plombier, parce qu'aux plomberies, pour les citer, parce qu'ils nous ont bien filé un coup de main, qui nous aide à réfléchir des systèmes de tuyaux d'eau sur le toit pour qu'on puisse avoir de l'eau chauffée en solaire et qui pourra couler naturellement pour qu'on puisse faire la vaisselle ou des douches ou autres, sans besoin d'avoir de système de chauffage électrique ou sans devoir puiser de l'eau chaude ou sans devoir mettre de gaz en route, etc. Donc on fait beaucoup de travail d'ingénierie, d'architecture un peu à nos propres moyens. Donc c'est pas notre métier, donc on y prend beaucoup de temps et en même temps c'est passionnant et c'est assez intéressant de se faire sur mesure. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, c'est votre futur espace de vie, donc c'est un peu comme si vous rénoviez un appartement dans lequel vous allez vivre, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement la projection, c'est de se dire c'est un an à tous les 5, c'est pas juste quelques semaines, donc il faut C'est ça. pas trop se tromper, même si on sait qu'il faudra faire évoluer, mais on réfléchit vraiment comme ça en disant c'est notre maison, notre bureau, notre école, donc il faut quand même qu'on pense à tous ces sujets-là, quoi. Mm. Mm, mm, mm. On vous fera des petites photos sympas Ah quand ce bah sera ouais. un peu plus fini. Hâte de voir, hâte de voir. Alors si on revient encore un petit peu au niveau du budget, je suis désolée, du coup, je rebondis à chaque fois, mais j'avais encore des questions Oui. par rapport au budget. Donc là, vous avez le minimum. Comment ça s'est passé justement? Alors j'ai vu que vous aviez fait des événements dernièrement. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler en fait voilà, de cette collecte et des événements que vous avez fait pour le budget? Alors pour le budget, on a effectivement en premier lieu une fondation, la Fondation Saint-Irénée, qui suit le projet à double titre. D'une part, ils subventionnent le projet avec une subvention qui est à nos yeux conséquente, donc très merci à eux, un grand merci parce que c'est à la fois utile financièrement et à la fois ça nous permet de crédibiliser auprès d'autres partenaires. Et puis ils nous aident aussi en mettant en place ce qui s'appelle une collecte affectée, c'est-à-dire qu'on fait converger tous les dons vers eux, qui peuvent assurer un rescrit fiscal, une remise fiscale, particulier ou professionnel. Et donc ça nous est aussi utile pour pouvoir comment dire, donner un gage de sécurité ou de sérieux sur le projet. Donc on a des entreprises et des particuliers qui ont commencé à nous aider de cette manière-là. Et on a mis en place un événement avec le château de Nervers, qui est pas loin de chez nous dans le Beaujolais. On a fait un événement rugby dégustation qui nous a permis d'aller collecter quelques fonds euh, et puis faire parler du projet, c'était Mmh. la double idée. Et puis aussi de passer un bon moment avec quelques proches et quelques personnes qui habitent dans la région. Donc, voilà, c'était un événement assez sympathique et qui a permis de nous faire un peu connaître aussi dans le coin. Mmh. Oui, parce que c'est aussi sympa de se les faire connaître, localement aussi pour ce genre de projet, c'est assez sympa. Complètement, ouais. Et est-ce que vous avez prévu avant votre départ, même si le timing est court, mais est-ce que vous avez prévu d'autres événements comme celui-ci? Pas dans l'immédiat, parce que justement le timing, je pense que ça passera pas. En revanche, ce qu'on continue à faire là en parallèle, c'est des rendez-vous avec des fondations, avec des structures qui peuvent avoir un intérêt pour le projet, à la fois sur le côté partenariat financier ou à la fois pour d'autres, il y a un intérêt commun partagé, donc sans enjeu financier, mais avec des échanges de contacts, de mise en lien, voilà. Euh, Notamment, il y a des écoles qui commencent à suivre le projet. Alors, on fait pas mal de rendez-vous avec les maîtresses pour expliquer comment on va être en lien l'année prochaine, comment on va pouvoir le faire vivre ensemble. Voilà, encore des fondations et puis quelques structures. En fait, c'est beaucoup du contact, de contact, de contact. Chaque rendez-vous va nous amener sur de Mmh. nouveaux contacts. Et voilà, donc on continue ce travail parallèle qui est invisible de l'extérieur, mais qui nous semble indispensable pour continuer à avancer. Ouais, c'est un vrai travail de fourmi, quoi. Ouais.
La dernière fois, on avait parlé de votre recherche en besoins plutôt humains. Donc, c'est pas une question de budget à proprement parler, mais vous aviez besoin de savoir-faire, de compétences. Vous en êtes où à ce sujet? On a plusieurs personnes qui nous ont proposé de l'aide, alors ponctuellement ou de manière plus pérenne, et notamment on a deux amis qui devraient nous aider. L'une pour être le relais auprès des établissements scolaires ou autres types d'établissements. On a certainement là un réseau d'IME, là, de structures d'accueil d'enfants qui devraient nous suivre. Donc l'idée c'est d'avoir une personne en France qui est un peu leur référente pour pouvoir faire le lien avec nous. Et parce qu'ils peuvent avoir des questions à poser à nos enfants, et parce qu'on aimerait voilà, créer cette interaction pendant le voyage. Et on a une autre personne qui sera en particulier chargée de toute la partie communication, réseaux sociaux, newsletter, puisque ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps déjà de produire, et puis ça prend beaucoup de temps de réagir, puisque des fois on est tagué, ou des fois on nous pose des questions, et on sait très bien que là-bas on aura déjà un quotidien très chargé, un accès à Internet assez limité, et il faut être assez réactif dessus. Donc on aura certainement ces deux ambassadrices du projet en France qui seront nos contacts un peu privilégiés. Merci à elle. Eugénie et Laura, pour ne pas les citer. Ouais, c'est super ça, parce que c'est vrai que c'est une vraie aide, en tout cas une charge mentale en moins à penser quoi sur le moment. Est-ce que vous êtes encore en recherche vous pouvez déjà du coup peut-être en parler si vous cherchez encore des spécificités ou des compétences On a très aussi des particulières? compétences particulières. Là, tout de suite maintenant, il y a ma maman qui est en train de coudre dans le salon les rideaux pour faire du sur-mesure pour le camion. Voilà, il y a Anthony qui passe beaucoup de temps chez son grand-père pour tout ce qui est mécanique du camion, carrosserie, aménagement, voilà. Et puis du coup, ce cousin qui est plombier qui nous aide beaucoup aussi. Ouais. Donc ça c'est des vraies aides aussi. Et après, de quoi on a besoin d'aide encore? Et dans les aides à venir, alors sur les compétences, on a un grand besoin de quelqu'un qui maîtrise les sites internet pour avoir quelque chose d'un peu plus pro que ce qu'on est capable de faire, et qui peut y passer du temps. Et après, voilà, le nerf de la guerre reste d'avoir des partenaires financiers qui nous suivent. Et comme le disait tout à l'heure Anne-Ségolène, on rencontre aujourd'hui des structures comme les fondations Apprentis d'Auteuil, ou d'autres structures d'accueil d'enfants, qu'on est heureux de rencontrer pour parler plus du fond finalement du sujet des enfants en situation de fragilité, et avec qui on nourrit nos réflexions, avec qui on crée des liens avec des structures potentiellement en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde, et avec qui on échange justement sur la manière dont les enfants sont accueillis, leurs besoins, leurs réalités, etc. Donc voilà, il y a plusieurs pôles, les pôles très logistiques, les pôles vraiment sur le fond du sujet, des pôles plus administratifs. On est preneur de tout soutien. Oui, j'imagine. Mais les structures que vous êtes en train de rencontrer là en France, j'imagine qu'après vous allez collaborer ensemble dans la suite en fait. Déjà, je pense qu'ils vont suivre ce que vous faites. Enfin, je pense qu'il y a l'avant, le pendant, et puis il y aura l'après. Vous avez déjà des choses qui se dessinent un petit peu sur des futures collaborations? On a évoqué un certain nombre d'interventions potentielles derrière. Les idées qui sont évoquées souvent, c'est de pouvoir positionner ou présenter l'exposition photo qu'on va créer, de diffuser le film documentaire, et après d'ouvrir un échange soit avec les enfants directement, et pourquoi pas avec nos enfants, soit pourquoi pas auprès des personnels encadrants et des directeurs de structure, justement pour pouvoir aborder cette question-là de l'accueil des enfants, de la manière dont les choses sont vécues, de la place des bénévoles aussi dans ces structures. Voilà, donc c'est des sujets sur lesquels on échange déjà pour que en amont on prévoit ce qu'on va faire pendant, en prévision de la manière de le présenter après. Donc on est vraiment dans ces sujets-là actuellement. Ça doit être hyper intéressant, du coup, ça doit aussi vous remettre au cœur du sujet, en fait, finalement, et ne plus C'est exactement ça. trop penser trop à la logistique, et vraiment repartir un peu sur le cœur de cible de ce projet, en fait. C'est vrai que ces rendez-vous c'est assez stimulant pour nous. Ça nous ramène effectivement à pourquoi on le fait, là où on est un peu perdu dans la technique. Un peu. Alors, donc c'est assez agréable de le faire en parallèle. Surtout qu'on entend presque tous les jours: ah, votre projet est fou, pourquoi vous faites ça, c'est quand même inconscient. Enfin voilà, beaucoup de choses de ce type-là qu'on entend et qui nous ont beaucoup fait sourire les derniers mois. Mais c'est vrai qu'en étant un peu plus dans les dernières semaines, un peu plus dans le rush, ça fait du bien aussi d'avoir d'autres sons de cloche et des structures qui sont de ce milieu-là, qui disent: ah bah ouais, votre manière de voir lorsque la Fondation Auteuil appelle le penser et agir ensemble, ou que d'autres vont appeler la co-construction, que d'autres vont appeler la rencontre simplement, le fait d'être valorisé dans cette démarche-là nous fait du bien. Ouais, j'imagine. Et non pas d'être dans une démarche humanitaire. Voilà. Oui, c'est ça. Puis le côté un peu qui fait peur de vous partez un an. Enfin,
au-delà du projet, c'est partir 1 an en camion avec des enfants en bas âge, tout ça, tout ça. Et ne reviendrait jamais, et voilà. Donc il y a beaucoup d'a Ouais, priori ou de craintes qui sont ouais, déversées. ouais. Et donc on apprend petit à petit à finalement s'en protéger un peu ou en tout cas rester focus sur notre manière de Mmh préparer les mh. choses. Ouais, vous avez raison, il faut prendre un peu du recul sur ça. Et donc du coup, est-ce que vous avez pu avancer un petit peu sur, les centres, on va les appeler les centres d'accueil que vous allez visiter là-bas? Parce que la dernière fois, vous aviez dit que c'était pas en dernière minute, mais ça faisait partie des derniers points. Oui, alors ça avance tranquillement au fil des rendez-vous justement. Pour l'instant, on a quelques lieux intéressants. Rien n'est acté, mais on a des contacts intéressés en tout cas par notre venue. Par visio, ouais. Ouais. Donc pour l'instant, on a ciblé plusieurs structures en Colombie, à Bogota et autour. Alors il y a la Casa, c'est un orphelinat. Il y a là une structure qui s'appelle l'Oasis. On est en attente d'avancer un petit peu avec eux dessus, mais c'est plus une structure sociale qui s'adresse à des enfants un petit peu plus grands. Voilà, ça c'est aussi en Colombie. Et puis on a des contacts aussi pour l'instant au Pérou et en Bolivie Une pour, fondation. avec une fondation qui agit au local. Voilà, donc après, en fait, souvent quand on a des contacts avec une fondation, ils ont plusieurs structures locales. Donc là, on en est dans quelle est la plus adaptée, etc. Donc nous, on avait vu avec nos petits yeux d'Européens sur Google Maps, j'ai passé des heures à traduire leur site internet sur Google Traduct pour comprendre les enjeux de chacune des structures qui sont sous la gouvernance de cette fondation. Et je dis, ah, mais cette structure, ça correspondrait bien, et ça, et ça. Oui, mais alors celle-là, en fait, elle est à 5000 mètres d'altitude, donc c'est pas certain que vous arriviez à monter. Ok, on n'avait pas cette problématique en tête. Enfin voilà, du coup, d'être en lien avec eux, on affine, on ajuste. Donc on verra exactement quels sont les centres qu'on va aller voir, mais c'est autour de tout ce qui est renutrition infantile qu'on aimerait creuser là-bas. Voilà. Et après, on se laisse aussi la possibilité d'être dans le spontané. On est persuadé que au fil de notre voyage, il y aura Mmh. des gens qui nous disent, ah mais attendez, à 2 heures de route ici, il y a telle structure, c'est très intéressant. Voilà, on se laisse ces portes-là, mais on est content d'avoir quelques structures sûres avec lesquelles on a déjà une porte d'entrée possible. Donc pour l'instant, on a du coup Colombie, Pérou et Bolivie, pour sûr. D'accord, c'est chouette. Ouais, parce que du coup, il doit y avoir aussi la problématique de certains centres qui n'ont pas du tout de connexion, pas de connexion internet, mais qui n'ont pas, des supports, de communication, Qui sont pas visibles, qui ouais. sont ouais. Oui, concrètement. Bah, Ce qu'on voit, c'est beaucoup des structures qui sont gérées par des internationaux. Mmh. Alors c'est soit des Français, là il y a des Français, des Belges, on a vu des Suisses aussi. Mais du coup, les structures locales, effectivement, depuis chez nous, on n'arrive pas à les trouver. Ah donc ça, vous les trouverez, avec le bouche à oreille sur place et en allant mmh. chercher les infos. Mais c'est vrai qu'au moins le fait d'avoir déjà des grosses structures, c'est vrai que ça doit déjà être rassurant, d'avoir déjà une base de Oui, visite. Et finalement, ces grosses structures-là, dans un pays, rayonnent assez fortement parce que l'État, les pays sont moins en gouvernance de ces sujets-là que chez Mmh. nous. C'est souvent une délégation plus forte qui est faite aux assos, en tout cas les assos ont plus de pouvoir quelque part ou plus d'action sur ces sujets sur place et donc rayonnent aussi auprès des structures qui gravitent autour ou des plus petites structures. Mmh. Donc c'est souvent des interlocuteurs qui pourront nous faire rentrer autour d'elles, Mmh. ce qui est D'accord. intéressant. Et après, nous, la problématique, c'est toujours d'arriver en disant on veut vivre quelques semaines auprès de vous, sans peser dans votre quotidien autonome, mais pour pouvoir avoir du temps avec nos enfants, avec vos enfants, et reprendre des images, enfin voilà, capter des images sur Mmh. place. Donc il y a tout un cheminement à avoir avec eux dans la préparation. Et donc du coup, ce qui en découle, fortement, c'est, l'itinéraire. De ce fait-là, est-ce que vous avez pu, travailler un peu sur votre itinéraire ou pas du tout? alors je ne sais plus exactement où on en était quand on a fait le premier podcast. Là, du coup, ce qu'on projette, c'est d'arriver Carthagène. à Carthagène, merci, j'avais perdu le nom, donc tout au nord de la Colombie, côté mer des Caraïbes, de descendre vers Bogota pour ces structures-là. Et après, il faut qu'on fasse notre itinéraire dans chacun des pays qu'on traverse. Et ça, on n'a pas encore fait ce travail de recherche-là. Mais ensuite, on prolongerait sur l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, mais sans aller tout en bas, en terre de feu, parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de kilomètres en plus. Mais l'itinéraire global, c'est celui-là. Voilà.
Ouais, donc ça se dessine et Et puis ça prend ça forme, prend quoi. forme. La question un des paramètres qu'on n'a pas encore et je pense qu'on le décidera sur la fin du voyage, c'est est-ce qu'on rentre avec le camion ou est-ce qu'on le vend sur place? L'enjeu, il Mmh. est affectif évidemment, mais il est aussi financier. Que c'est quand même un gros coût à chaque fois les transports en bateau. On est à un petit peu plus de 3 000 € en gros le transport. Donc la question c'est est-ce que de le ramener en France pour éventuellement le revendre en France c'est pertinent ou est-ce qu'on le revend directement là-bas? Est-ce qu'on a les finances pour le garder? Pour l'instant pas du tout. Pour l'instant le fait de le revendre peut nous permettre d'avancer sur notre budget à boucler. Donc voilà, et si on n'a pas besoin de le vendre, si on le vend, si on le garde, pardon, il faut passer par l'Uruguay au retour. C'est un des ports qui permet de ramener les camions. Et si on n'a pas cette contrainte-là et on le vend, on peut partir de où on veut en Amérique du Sud du moment qu'il y a un aéroport. Donc ça sera la fin de l'itinéraire qui s'ajustera, on ne sait pas quand, Mmh. à la fin du voyage. Les derniers mois, ouais. Ouais, en fonction des rencontres, des familles aussi Tout à fait. vous allez rencontrer Ouais. sur place. Est-ce que vous avez prévu quand même du temps pour faire du «tourisme» entre guillemets, pour vraiment aussi voyager, visiter les pays? En fait, ce qu'on se dit, c'est que on a ces quelques points sur lesquels on veut passer pour être à la rencontre des enfants, et que entre les deux centres, on aura justement du temps pour pouvoir voyager de l'un à l'autre. C'est notre période itinéraire. La période de tourisme sera ce temps-là finalement, avec ce curseur ou cet équilibre à trouver pour qu'on ne soit pas dans le tout tourisme. On avait dû en parler la dernière fois, parce que c'est pas vraiment Mmh le mh. but et qu'on veut pas se rajouter beaucoup de kilomètres. Tout en se disant aussi, ben voilà, s'il y a un site intéressant à côté de l'endroit où on se trouve, évidemment, on sera content d'y passer. Voilà, c'est un équilibre qui reste Mmh. à trouver, et puis je pense qu'on l'affinera au fil du temps. Pour l'instant, j'ai pas trop creusé en Colombie. Je dis je parce que ça va plutôt être ma Ton partie job, de ouais. travail, ouais. Sur où est-ce qu'on passait exactement en Colombie, mais ce que je sais, c'est qu'à Carthagène, en arrivant, on se repose et ensuite on a quand même la possibilité d'aller voir le plancton luminescent parce que c'est la bonne période. Et il y a des Baleine. baleines dans le coin aussi à ce moment-là. Donc pour le coup, on y est. C'est vraiment trop bête de pas se donner les moyens d'y aller, d'aller voir cette beauté-là. Mmh. Voilà. Et Tout après, à j'ai pas fait. encore creusé, donc je sais pas. Mais c'est sûr qu'il faudra. La suite au prochain épisode Oui. pour le coup. Et du coup, je voulais, conclure, cet épisode, en parlant des enfants. Du coup, dans quel état d'esprit ils sont? Est-ce que ça commence à être un peu plus concret pour eux? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment vous les préparez aussi à ce voyage? Pour Clémence et Olivia, c'est déjà très concret depuis longtemps. Elles attendent qu'une chose, c'est le départ. C'est même long, c'est ce temps de préparation pour elles. Les maîtresses d'Olivia me disaient que l'autre jour, dans sa classe, elle avait parlé pendant, je sais pas, hyper longtemps du projet, en donnant beaucoup de détails. Et ça nous montre qu'elle est hyper au clair sur ce qui se passe et sur les enjeux. Clémence aussi, Clémence évidemment est à fond. Alors c'est Gaspard qui aura 2 ans du coup cet été. Lui, évidemment, son quotidien, c'est coller à papa, maman et aux sœurs, mais voilà. Mmh. Euh, les filles sont à fond, elles vont rouler et elles ont cette impatience-là et cette envie-là qui presse. Gaspard, je pense que ça va être plus la problématique de comment on va régler le décalage horaire, le sommeil dans le camion Mm. et le rythme. Voilà. Et puis on a fait un choix, on a mis longtemps à se décider, mais on joue dans un petit spectacle local qui s'appelle le Serment du Vigneron, qui est un genre de mini Puy du Fou dans le Beaujolais, dans lequel on avait joué l'an dernier. Et donc on s'est posé la question avec les enfants de se dire, est-ce que on rejoue ce spectacle-là juste avant de partir, ou est-ce que bah voilà, on fait un grand voyage et tant pis, on jouera pas. Et tous, on avait envie de le reprendre, ce spectacle-là, parce que c'est un bon moment en famille, et finalement, alors ça rajoute encore des choses en plus dans notre quotidien, parce qu'il y a des répétitions, il y a, voilà, et en même temps, ça nous permet que notre vie ne soit pas entièrement tournée vers ce qui va se passer plus tard, dans 3 mois, dans 4 mois, mais ça nous permet aussi aujourd'hui d'avoir quelque chose de concret, de quotidien qu'on partage, d'autre que le départ. Donc ça leur a permis de se reconcentrer dans quelque chose du présent et pas que dans l'attente de ce qui va se passer dans quelques mois. Et C'est finalement, hyper c'est intéressant. ouais, c'est un équilibre qu'on teste là et qui nous va bien finalement. Alors évidemment, ça rajoute un petit peu d'obligation, de logistique et timing, mais ça nous permet voilà, de nous sortir la tête de nos plans du camion, de notre tas de bois qui traîne devant la porte d'entrée. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, vous vous reconcentrez sur le moment présent en famille, détaché aussi un peu des fois du projet. Ouais, j'imagine que, le quotidien doit tourner forcément quasiment autour de ça et du coup cette soupape, doit faire du bien aussi. Au niveau de l'école alors, est-ce que,
Vous avez déjà une idée de Oui. comment vous allez vous organiser? Est-ce que tu parlais tout à l'heure des maîtresses, je suppose qu'elles vous aident dans la préparation? Pour l'école à la maison? Pour la Oui, scolarité oui, des oui. enfants? Ouais. Alors oui, je suis en train de travailler là-dessus avec les maîtresses justement. Comme nos enfants, ils sont dans une école, à pédagogie Montessori, l'objectif c'est que, ce qu'on va leur amener l'année prochaine, ce soit dans la continuité. Donc là, j'ai repéré pas mal de et en même temps, je cherche quelque chose de très facile à suivre, une recette toute simple, voilà, je vais pas m'amuser à créer des pédagogies, l'année prochaine. Il faut que je suive quelque chose qui soit assez contenant et sécurisant pour moi, parce qu'encore une fois, ça c'est moi qui le ferai pendant que Anthony fera d'autres choses. J'ai vu pas mal de choses, j'ai tout envoyé en maîtresse. Là, je suis dans l'attente qu'elle me réponde pour savoir sur quoi je pars, quels sont les achats d'ouvrages que je fais, et ensuite, il faut que je prépare un petit peu de matériel. Mais on est pas mal accompagné, donc ça, je pense que ça va se faire facilement. Voilà. Et ce qui est chouette aussi, j'en profite, je rebondis par rapport à l'école des filles. Donc l'école des filles va suivre notre projet l'année prochaine. On a fait des réunions avec les maîtresses qui sont super emballées, c'est hyper réjouissant. Et les maîtresses nous ont proposé, on n'avait pas eu l'idée, mais de faire une visite du camion pour les élèves avant de partir, pour que, en gros, ce soit concret pour eux. Et on s'est dit, bah voilà, on veut impliquer Clémence et Olivia là-dedans, donc c'est elles qui vont faire visiter à leurs copains de classe le camion sur un temps qu'on va définir avec les maîtresses, et on va leur expliquer que bah, on va vivre pendant tant de jours avec tant de litres d'eau, que notre électricité elle arrive par le toit, que les couchages ils sont modulables de telle façon, comment on fait un petit coin repas, pourquoi on n'a que 2 casseroles et qu'en fait ça va nous suffire. Voilà. Donc ça va être concret pour eux l'année prochaine, et quand on fera le lien avec leur classe et puis les autres classes, mais du coup particulièrement avec leur classe dans ce cadre-là, il y aura du Mmh. sens. Oui, c'est génial de faire ça parce que c'est vrai que c'est très visuel, très concret et je pense que ça va aussi beaucoup les étonner effectivement, l'histoire des casseroles, mais je pense qu'ils vont Mm. avoir des réflexions, qui vont être rigolotes, je pense. Ouais, c'est possible. Ce que nous disaient les maîtresses, elles nous disaient non, mais pour vous, en fait, ça fait 1 an que vous bossez sur votre truc, vous êtes à fond dedans, c'est normal d'avoir un camion aménagé qui traîne dans le jardin. En fait, les enfants, ils voient jamais des camions aménagés, ils Mmh. rentrent jamais dedans, ils savent pas comment c'est, qu'il faut tout moduler dans un petit espace. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, C'est vrai. allez, ok, on leur montre. Typiquement, la douche, c'est un tiroir qu'on tire et qu'on pose au sol qui devient une cabine de douche. Ah Bon, bah, ouais. nous, ça fait des mois qu'on se questionne pour que la douche prenne pas de place. Ça y est, c'est devenu normal pour nous. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Ouais, ça doit être assez abstrait finalement pour eux et puis surtout, enfin, pouvoir imaginer de vivre ailleurs que dans une maison aussi, tu vois? Parce que c'est aussi, pas commun et se dire voilà, oui, on peut vivre avec peu de choses, peu de Oui, matériel. C'est quelque chose qui est aussi, très sain d'enseigner à nos enfants, quoi. Mm. Et finalement, ouais. les maîtresses avaient envie que ce soit pas simplement une information dans un sens, que ce soit pas simplement nos enfants qui expliquent au fur et à mesure du voyage ce qui va se passer, mais que les enfants d'ici puissent aussi faire le retour en disant bah voilà, nous on en est là dans notre apprentissage, ou comment ça se passe chez vous, je sais pas, pour dormir, pour manger, ou quelles sont les couleurs, les cultures, les musiques, etc. Et qu'ils puissent un peu passer commande Mmh. des échanges tout au long de l'année, donc ça va être intéressant. Ouais, ça va être chouette. Ça va être très sympa. Vous pouvez nous parler là pour conclure l'épisode, quelles sont pour vous là les dernières, grandes actions, avant le Il y en a départ? plein. Le gros truc, c'est le camion. C'est l'aménagement du camion avec toutes les petites finitions qui prennent beaucoup de temps. Ensuite, alors toute l'administratif s'est engagé. Là, faut qu'on ait cherché les passeports qui sont prêts, ça y est. Il va y avoir la grosse case vaccin. Donc, on a un rendez-vous dans un centre de vaccination avec un pédiatre. Je suis super contente en mai. Et ensuite, le gros truc aussi, c'est trouver des locataires et mettre la maison en location. C'est un bon morceau aussi pour nous à gérer, ça. Euh, Et puis, je pense qu'on ne voit pas vraiment venir, mais on nous a souvent demandé, proposé de mettre une date pour faire un peu un temps de départ, un temps des adieux. Et du coup, ça y est, on a posé une date la mi-juin où on a proposé à nos proches de venir passer un moment de soirée ensemble. Puis finalement, ben, des proches, on a pris un cercle un peu plus large, donc on risque d'avoir une soirée avec pas mal de monde. Voilà, donc mine de rien, je pense qu'on le prépare d'un point de vue logistique un peu sans affect, parce qu'aujourd'hui on avance, on avance, on avance, mais je pense que ça sera aussi une étape importante. oui, émotionnellement. Oui, la séparation, en plus, vous vivez proche de votre, famille, géographiquement parlant, donc ça va être pour le coup une séparation, importante quand même, oui, Ouais, ouais, émotionnellement. ouais, je Donc pense que ouais, ça ça va en être c'est une. ouais, aussi une étape, Un quoi. bon point de conclusion.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup. C'était génial de voir que ça avance et que ça avance bien. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot de la fin pour conclure? Non, non, on a juste hâte de, Non, de finaliser, de partir, là, ça y est. ouais, Si, un j'imagine. petit truc sympa, un petit truc sympa à dire quand même, c'est Oui? que c'est hyper plaisant et hyper agréable de faire ça ensemble. Ouais. Plutôt que d'avoir nos 2 boulots respectifs séparés, on est indépendants et le soir on fait le débrief. Là, de passer notre temps à avancer petite étape par petite étape et le partager à l'autre, c'est hyper réjouissant de faire ça à 2. C'est intéressant. On n'a pas abordé ces sujets, mais du coup, je pense que je vais me le noter pour le prochain épisode. Du coup, pour faire le débrief de la préparation et au moment où vous allez arriver, voir comment, voilà, en termes de vie de couple et gestion du projet en couple, ça peut être intéressant aussi d'aborder cette On s'est question-là. beaucoup projeté sur comment on va gérer et on va se répartir les tâches, sur place. Mais en fait, de fait, bah, ici, il faut aussi gérer et se répartir les tâches. On n'avait pas beaucoup pensé à l'avance, mais c'est assez réjouissant d'avancer ensemble dessus. Ouais. Ouais, ça, c'est quand même assez cool, quoi. C'est Mm. chouette. Bon, on en reparle au prochain épisode alors. Un bon teasing. Merci à Merci toi. beaucoup à vous 2 et puis, ben, on vous souhaite un bon départ et profitez, bien de cette dernière ligne droite et on se dit à très vite pour la suite. Merci, Merci, à Émilie. très bientôt. Nous sommes très heureuses d'avoir eu des nouvelles du projet d'Anne-Ségolène et d'Anthony. Nous sommes très heureuses de voir que le départ se fera exactement comme c'était prévu. En tout cas, vous avez toujours la possibilité de faire un don auprès de la Fondation pour les aider dans ce projet. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!